Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Absente dans une quinzaine de circonscriptions électorales et une centaine de communes, l'opposition camerounaise semble avoir déjà cédé au Rassemblement démocratique du peuple camerounais un nombre considérable d'élus, députés comme conseillers municipaux. Sans avoir battu campagne, 35 candidats RDPC sont sûrs de faire partie de la 10e législature. Situation identique dans certaines communes abandonnées au RDPC. Ils sont plus de 3000 candidats qui attendent, quel que soit le résultat, investir les communes. Tout se passe comme si l'opposition camerounaise manquait de stratégie pour faire mordre la poussière au RDPC, comme ce fut le cas le 1er mars 1992, malgré le boycott du Social Democratic Front et de l'UDC. L'opposition avait alors obtenu 92 sièges sur les 180 à l'Assemblée nationale. De 1993 à 2013, l'opposition n'a plus jamais su renverser la vapeur. Au contraire, le RDPC, au fil des législatures, a inauguré un nouveau concept, celui des majorités obèses. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition, la grande édition d'information qui vous sera présentée par Nadine Yambou. Nous sommes bel et bien vendredi. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, Monsieur, voici le temps du fait du jour. Législative et municipale de 2020, atouts et faiblesses de l'opposition. Pour en parler, je suis en plateau ce soir. Lui, il vient de Yaoundé. C'est Jean Patient. Tiens, bonsoir Jean Patient. Bonsoir Serge Alantou. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Ravi d'être à Douala cette fois-ci. Pour notre émission d'Equinox Soir. Et bonsoir également à tous les autres invités sur le plateau. Voilà, Jean Patient, tiens là, journaliste bien connu, hein. Voilà, je vais faire m'arrêter là, c'est ça? C'est mieux qu'on s'arrête assez mieux pour le moment. Ok, Xavier Belémé Amand, bonsoir. Oui, bonsoir mon cher Serge Alain. Social Democratic Front, cellule de communication, c'est bien cela? Oui. Tout candidat municipal doit la 5e. Voilà, je suis secrétaire régional à la communication SDF Littoral. Je suis en même temps candidat à l'élection municipale à la commune de la 5e dans la liste du SDF. Et nous vous remercions de l'honneur que vous nous faites en nous invitant à cette émission de ce soir. Et surtout, on profite pour dire bonjour d'abord à tous les co-panélistes. Aussi un bonjour particulier à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Ok. Guillaume Zipan, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Également en course, hein, à partir de demain. Oui, ça n'a pas de problème. Mouvement progressiste. Oui, là je pense qu'on est sur les starting blocks. On a très bien fait, la pré-campagne s'est très bien déroulée. Nous avons préparé suffisamment les électeurs à recevoir le message que nous allons transférer. Il serait tout à fait loisible pour tous les électeurs de Douala 1er de faire le bilan exact de ce qui se passe vraiment dans cette commune afin de bien choisir ceux qui auront la capacité de pouvoir la diriger. Ça, c'est pour ce qui est de la commune. Également pour les législatives, pensons que nous avons des très bons candidats. Ok. Maurice Baudelaire Nunga, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs de Equinox Soir, votre superbe émission. Bonsoir à mes copanélistes, je ne doute pas de la qualité des gens qui sont sur cette table. Donc le remerciement est pour nous, du nom des populations du Cameroun, de nous avoir invités une fois de plus. La cravate, hein. La cravate. Peut-être pas. Mais ça aussi, ça fait la beauté du jeu démocratique. Donc merci de nous avoir invités. Maurice Baudelaire, rappelez-nous un peu, l'UPC, est partant pour où exactement? Alors, rapidement. Oui, déjà l'UPC sort meurtri de l'injustice créate qui a été contre elle. Donc à la fin du processus du contentieux préélectoral, oui. À la chambre administrative de la région du littoral et à la chambre administrative de la Cour suprême, après que nous soyons allés au contentieux, au Conseil constitutionnel, il ressort que l'UPC sera présente dans le Fondi, pour ce qui concerne les législatives, elle sera présente dans la Haute-Sanaga, elle sera présente dans la Sanaga maritime, elle sera présente à Vouri Sud et à Vouri Est,
et elle sera présente à la commune de Bunjok, dans le Nyongkele. Pour ce qui est des municipales, une seule commune. Une seule commune. Le reste, c'est les législatives. Le reste, c'est les législatives. Jean-Paul Santiara, dites-moi, que peut l'opposition? Quelles sont celles avant ce scrutin? Oui, mais je pense que l'opposition ne pourra que s'appuyer sur les moyens dont elle dispose, sur la capacité qu'elle aura peut-être de pénétrer ces élections, excusez le terme qui peut-être peut vous paraître fort, mais elle devrait s'appuyer également sur le peu d'espace que lui laisse en face ceux qui sont, et puis vous avez donné des dates très importantes, depuis 92, vous avez également 93-2013 que vous avez cité. Il faudrait aujourd'hui pour l'opposition la possibilité de grignoter tout ce qui a été légué aux partis qui aux affaires actuellement. Alors, est-ce qu'en 2020, l'opposition en a la capacité? Je pense que c'est la question essentielle, fil d'Ariane de ce débat de ce soir. La question est de savoir si l'héritage de 2018, après l'élection présidentielle, peut peser de tout son poids sur ce qui va se passer dès demain avec la campagne électorale et tout ce qui va suivre jusqu'au 9 février prochain. Est-ce que c'est sans le MRC qui n'est pas là? Oui, mais c'est une question. Sans le MRC, moi personnellement, j'aurais voulu que le MRC participe à ces élections pour voir un peu et sous-peser le rapport de force entre ce MRC, les autres partis de l'opposition, le SDF aussi surtout, et le RDPC qui est également bien présente en tant que une structure qui jusqu'à présent dévore un peu tout sur le plan électoral. Alors l'absence du MRC, malheureusement, pourquoi voudrez-vous que je parle du MRC qui ne sera pas là? Mais je préfère m'appesantir sur ceux qui vont participer à l'élection. Et pour ceux qui vont participer à l'élection, j'ai quelques doutes un peu en voyant comment est-ce que ça se déploie et ça se développe. Je voudrais parler d'une zone que je maîtrise la mieux, c'est la région du centre. Et c'est des régions ou départements comme la Meufouakono par exemple. Je prends un cas que je maîtrise le mieux. Meufouakono, la ville de Mbankomo, vous avez une commune qui sera disputée par le RDPC, par également le parti Univers de Prosper Nkoumvondo avec un candidat qui s'appelle Eric Didi Foyette, qui conduit une liste au niveau de cette commune. Je m'intéresse à cette liste, pourquoi? Parce que j'ai pris la peine de Mbankomo, dans la Meufouakono. J'ai pris la peine d'étudier un peu comment est-ce que ce monsieur et sa liste ont préparé cette campagne électorale, ont préparé en termes de stratégie leur façon d'aller vers cette élection-là, pour briguer cette commune. J'ai remarqué qu'il s'agit des jeunes, et ces jeunes ont décidé d'apporter un certain changement. Je ne suis pas le porte-parole, je tiens à le préciser. D'apporter un certain changement. Mais comment? La manière, c'est d'aller vers les populations, avec une certaine proximité, de poser des actes qui permettent aux populations de les reconnaître comme étant ceux qui demain pourraient porter leurs aspirations. Ça, c'est important de le signaler. L'exemple de Mbankomo, avec Eric Didi Foyette, peut également déteindre sur les autres, parce qu'on a parlé de Douala 5e et d'arrondissement à Douala que je ne maîtrise pas très bien, parce qu'étant à bonne distance à Douala, oui, tout à l'heure j'ai écouté récemment comment ça se déploie à ce niveau, mais je pense que l'enjeu n'est pas de montrer aux populations que c'est d'abord l'hégémon du parti politique qui compte, c'est-à-dire le nom du leader que beaucoup utilisent vont utiliser pour battre campagne, également la couleur du parti politique également. Il s'agit beaucoup plus, dans le cadre d'une élection locale, de s'appuyer sur des actions à travers lesquelles les citoyens lambda et autres potentiels électeurs vont se reconnaître pour pouvoir vous voter. C'est pour ça que l'exemple de Mbankomo m'intéresse beaucoup, parce que je vois ces jeunes qui posent des actes depuis des semaines, au-delà de la campagne officielle qui débute demain, mais qui cherchent à intéresser le petit villageois lambda. Je précise que M. Fouette, par exemple, est de l'Ouest Cameroun, il est de la MIFI. Donc, rien à voir avec la question du repli identitaire, il s'agit de travailler pour le bien-être des populations. Et j'espère donc qu'à ce niveau, l'opposition camerounaise a compris où est-ce qu'il fallait travailler. C'est sur quoi il faut travailler. Je reviens sur le cas de l'UPC. Vous savez que ces dernières semaines, on s'est posé bien de questions sur la solidité de l'Union des populations du Cameroun, avec les contestations qui sont les leurs, qui, je pense, sont légitimes au regard de ce que la justice a fait comme travail. Mais nous, regard d'observateurs avertis, on se demande bien à quelle sauce sera mangé l'UPC. Je ne sais pas où ira le MP, ni le SDF également. Les gens attendent de voir la capacité
pas de résilience, mais de force d'action de l'opposition pour réussir cette élection. 2020 réussi, c'est 2025 qui sera réussi. Mais échec en 2020, je vous rassure que 2025 sera encore un échec. Et ils diront, parce que j'ai entendu beaucoup le dire, que même Jésus ne peut pas battre le président bien aux élections présidentielles. C'est maintenant que ça se prépare. Il faut y être. Je ne suis pas celui qui pense que le boycott serait la meilleure chose. Moi, j'aurais vraiment voulu que le MRC participe à cette élection. Maintenant, l'opposition qui va en rang dispersé, parce qu'il y a également cet élément-là qui est important à souligner, à Doumé, à l'est, au niveau du Réunion, je vois le docteur Olivier Billet qui se déploie, mais j'ai l'impression que c'est un grain de sel dans la mer. En réalité, il va à l'est, chez lui, il va peut-être là-bas briguer, je l'espère, hein, pour lui, un mandat communal ou alors aux législatives. J'espère que ça marchera, mais si vous le faites en synergie, parce que vous avez une masse électorale qui peut croire en vous parce que vous êtes solidaire, mais du moment où vous êtes dispersé, je n'oblige pas l'opposition, j'insiste, à avoir le même point de vue sur le plan idéologique. Non, non, c'est impossible. Chaque parti politique a sa vision idéologique, a ses orientations idéologiques. Ça, on ne peut pas. Mais au moins au niveau de la structuration, il faudrait que les gens puissent savoir se mettre ensemble, hein, pour pouvoir battre le lion qui est en face, parce qu'ils nous ont démontré depuis des années que il y avait... Ça s'est passé dans le littoral, hein? Oui, ça s'est passé au littoral, mais oui. Il faut donc que ça se passe le 9 février prochain. Oui. Il faut que ça se passe, et que ça se passe avec des militants qui sont effectivement inscrits, et qui iront voter. Parce qu'il y a un autre paramètre important que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui s'expriment beaucoup, et sur les réseaux sociaux, et en dehors, et autres, qui semblent donner l'impression que ces personnes soutiennent l'opposition, mais qui en réalité ne sont même pas inscrits pour aller voter. Donc moi je ne pense pas que vous pouvez soutenir certaines idées sans vous-même pouvoir participer. Hein? Donc au-delà du vrai faux débat sur le boycott, il faut aller aux élections, il ne faut pas y aller, je pense que l'opposition qui est engagée à participer à ce scrutin doit mieux s'organiser. Peut-être que c'est tard aussi, hein? C'est aussi tard. Parce que j'ai vu un candidat SDF dans le Fundi qui, il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, décidait de faire un fundraising, demander aux militants et autres sympathisants de contribuer en termes d'argent à travers des numéros que vous connaissez, des opérateurs, je ne vais pas les citer sans publicité. Je me suis dit, mais écoutez, il intervient à quel moment? Une élection, ça se prépare. Ça se prépare. Il aura même, selon mes sources, sollicité le chairman, hein, pour venir en aide. Mais une élection, ça se prépare. Je vous parlais du cas de Bankomo. À Bankomo, la liste en question dont je parle, le monsieur et son équipe se sont organisés à trouver des financements. Les partis politiques d'opposition ont de la peine, hein, à rassembler de l'argent, c'est normal, cotisation des militants et autres financements, c'est un problème important, mais je pense que si on se structure mieux, on peut y arriver. Ouais, je crois, on parle de se structurer Hilaire-Zipan, je crois quand même que dans le Vouri, les partis se sont mis ensemble pour combattre entre guillemets le RDPC. Oui, c'est une approche qui est tout à fait loisible. Je pense que M. Tchala a donné suffisamment d'éléments pour que les téléspectateurs, et compte tenu du temps qui est très peu, il vaut mieux le consacrer à donner des éléments qui permettront à ce que l'on structure ce qui commence demain. Je donnerai un rappel à votre endroit. En 92, aux élections municipales, législatives, le SIF n'a pas participé. Bien sûr. L'UNDP a eu 88 députés. L'UPC 68 députés. Le RDPC qui avait 88. Merci. 68. L'UPC 18. Le MDR 6. J'ai entendu une dynamique de conférence nationale souveraine. C'était le leitmotiv qui a aspiré, qui était la pompe aspirante de l'opposition. Et tous ceux qui allaient voter, ceux de l'opposition, les donner la capacité d'aller à l'Assemblée nationale obtenir la conférence nationale souveraine. Dès lors, on ne l'a pas obtenu. C'est alors que le peuple de l'opposition a trouvé que l'aspiration de cette conférence nationale souveraine semblait être encore dehors et non à l'Assemblée. Malgré les 68 députés de l'UNDP, malgré le fait que Bello était candidat, Frondiki n'avait aucun député, aucun conseiller a eu 36% dans une dynamique globale de l'opposition sur le label Conférence nationale souveraine. En octobre 80. C'est important parce que c'est pour que les gens comprennent très bien la structuration. C'est pas le ex nihilo qu'on apparaît chez cette chose. Dès lors, on a transversé et le problème de l'opposition
est venue dès lors qu'une fois que l'ensemble des partis représentatifs se sont retrouvés à l'intérieur de l'Assemblée, elle n'a pas créé la synergie qu'il fallait à l'intérieur des institutions. C'est là où se trouve la faiblesse de la désorganisation de l'opposition. Il est inadmissible qu'à l'Assemblée nationale, l'ensemble des forces ne puissent pas constituer un groupe ensemble pour repartir les tâches. Et c'est ce que Jean-Jacques Ekidi, lorsqu'il est arrivé en 2007, s'est attelé à faire en voulant consulter globalement dans l'opposition un élément qui permet de s'exprimer. Parce que ça donne quoi? Ça donne d'abord un groupe parlementaire, ça donne les représentations au niveau de la structuration de l'Assemblée nationale et les prises de parole. Parce que quand vous avez 15 groupes, le temps de parole se repartit équitablement. Ça donne efficace. Dès lors, nous irons donc à cette élection pour construire cela. Mais nous allons avoir deux pieds cette fois-là. Dans l'opposition en ce qui concerne les communales et de l'autre côté en ce qui concerne les législatives. Voilà comment nous abordons le problème au mouvement progressiste. Maintenant, quels sont les éléments qui permettent à ce que l'électeur lambda puisse être d'accord que nous sommes dans la bonne dynamique? Un, nous avons l'expérience. Nous avons appris le pouvoir. Nous savons ce que c'est. Nous avons en capacité de pouvoir critiquer objectivement le bilan critique, comme disait M. Tchala, de la gestion RDPC dans une commune. Et je plaide pour ma chapelle et sincèrement Douala Premier. Il n'y a pas de demi-mesure. Il est irréfutable que quelqu'un qui est maire, qui sait qu'il a besoin du droit, du principe et de la morale pour gouverner, qui piétine le droit lorsqu'il est appelé à rendre compte, tant qu'au conseil que dans les juridictions hautes, qui piétine les principes de la gestion communale, distrait les fonds publics et qui piétine la morale en insultant avec arrogance l'électeur qui va plébisciter. Il reviendra donc à ce peuple souverain de réagir comme des grands hommes, naturellement, le jour 9, pour lui démontrer qu'il n'a tort. Et nous avons participé à l'évolution de la décentralisation, au grand débat national. J'étais à la commission de la décentralisation. C'est nous qui nous sommes battus pour que d'une part, on supprime le poste de délégué de gouvernement, qu'on octroie près de 15% de la ressource au niveau des communes, qu'on donne la possibilité de pouvoir créer les emplois. Donc ce n'est pas ceux qui s'opposaient qui sont qualifiés. Il ne faudra pas que nous fassions dans l'erreur de 1950-52 au Cameroun. Où on avait demandé réunification du Cameroun avant l'indépendance. On a confié le pays à ceux qui n'étaient pas dans ce dialogue. Nous nous disons aujourd'hui, donnez-nous les clés de la municipalité parce que c'est nous qui sommes battus pour avoir le super maire. Ça veut dire que nous savions très bien où nous allons. Confier cela à ceux qui étaient pour le maintien des délégués du gouvernement. Je veux dire par là, le RDPC n'est pas bonne politique. À partir de ce moment, il est donc loisible à tous les électeurs de comprendre que si nous composons une force sur des hommes intelligents, crédibles, élaborés, et une cohérence de projet, nous allons solutionner le problème car la commune est le premier creuset de l'emploi. Je m'arrête là pour le moment. Voilà, Xavier Bellemé, pour ce qui est du social-démocratique front, il y a certains coins dans le Vouri, dans certaines circonstances, vous y êtes allé tout seul, et dans d'autres, il y a une espèce de mutualisation des forces. Pourquoi? Oui, pourquoi ces deux approches? Oui, c'est un exemple parce que cela part de notre vision politique. Oui. Bon, si on revient sur la thématique que vous avez proposée, les atouts et les faiblesses de l'opposition. Bon, c'est un autre atout de l'opposition, c'est-à-dire que cela part de notre vision, c'est notre vision politique qui voudrait que nous fonctionnons sur un type fédéral. Les structures ont une certaine autonomie jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que, comme le cas de Douala 2e, parce que vous faites allusion à la commune de Douala 2e où on a réussi avec les autres partis politiques de l'opposition à créer une dynamique avec 5 partis politiques, dont l'UDC, l'OSIF, l'UPC, une partie de l'UPC, le PCN de Kawa Libye et autres, et même un parti de la majorité présidentielle, l'ANDP. Oui. Bon. Nous avons pu constituer une liste, et aussi à Douala 5e, avec le Manidem, l'UPC Manidem, parce qu'on a le CRAC de Bernard Djonga. Nous avions dans nos listes les candidats sortant de cette partie. Bon, maintenant, ça c'est des atouts. C'est des atouts et que moi, je me suis toujours insurgé contre le principe qu'on dit l'opposition ne s'entend pas. Parce que l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition, c'est des entités juridiques et bien organisées avec des visions politiques qui sont complètement opposées et contradictoires.
Et nous prenons le fédéralisme, mais beaucoup de partis politiques qui sont dits de l'opposition ne sont pas d'accord avec le fédéralisme. Certains sont d'accord avec le système décentralisé. Donc, maintenant, quand nous revenons là, en ce qui concerne les faiblesses c'est toujours, et comme l'a si bien dit le représentant de l'UPC de ce plateau, c'est l'association entre le parti RDPC et l'administration camerounaise. Et c'est ça qui crée donc ces situations. Et deuxième chose, on dit que l'opposition est représentée ne pas représentée, le RDPC n'est pas gagnant sur 35 sièges législatifs. Mais l'opposition est dans 145. Ça veut dire que si les citoyens camerounais font confiance aux partis politiques autres que le RDPC, nous allons nous retrouver à l'hémicycle avec 145 députés sur 180. Oui. Et le RDPC n'aura que 35 et nous pourrons créer un rapport de force qui pourra amener, qu'on peut opérer une alternance politique à partir du Parlement. Et voilà à peu près en ce qui concerne les deux éléments qui concernent. Mais nous, au SIEF, nos qualités sont reposées beaucoup plus sur nos convictions politiques et que nous pouvons gérer localement et prendre un certain nombre de décisions dans nos structures au niveau local. Et c'est référé à la hiérarchie qui pourra tout simplement valider quand nous ne nous écartons pas de l'objectif principal du SIEF. Voilà les éléments pour le moment en ce qui concerne la condition de nos listes, qui sont basées certes sur des personnes physiques, des hommes et des femmes qui ont des expertises dans divers domaines les uns et les autres. Et que si je prends le cas, par exemple dans Bouri Centre, la liste du SIEF municipal à Douala Premier, il y a là-dedans, il y a des juristes, il y a des hommes d'affaires, il y a des éducateurs, il y a plein de monde, des gens qui ont des expertises avérées, notamment dans les métiers de génie civil et autres. Et c'est comme ça, toutes les listes du SIEF dans la région littorale dont je suis un des responsables, et que ce soit en Sanaya Martim, à Idéa, ou dans le Mungo, ce qui concerne nos listes municipales et les législatives. Et vous savez, nous sommes à Douala, et Douala a une particularité, c'est que c'est une ville fondeuse. Oui. Donc ces doubles scrutins nous réservent deux chaudrons qui vont être consacrés au niveau du Bouri Est, oui. Aux législatives et municipales, et au niveau du Bouri Centre, en ce qui concerne les législatives aussi municipales. Oui. Donc on dit Douala Premier, pour ceux qui ne connaissent pas bien, Douala Premier et Manuka. Oui. Et Douala 6e. Ouais, et Manuka qui est Douala 6e. Et puis Douala 3e et Douala 5e pour Bouri Est, y compris législative. Donc, et nous jouons, le SIEF joue très gros dans ces deux circonscriptions électorales. Et l'enjeu, tout en tenant compte de l'enjeu primordial dont le journaliste a oublié tout à l'heure, c'est que certainement il devait revenir dessus, parce que l'enjeu principal du 9 février n'est pas être d'abord le renouvellement de l'élu, du mandat de l'élu local, mais surtout parce qu'il y a une révolution dont la loi portant création du Code général, la décentralisation, va entrer en vigueur. Et il n'y aura plus de délégués du gouvernement. Ça, c'est un élément nouveau. Donc, ça veut dire que désormais, si l'opposition a la possibilité, et nous allons pour contrôler les 5 communes, en ce qui concerne le SIEF, et nos partenaires des autres partis, parce que nous sommes dans une dynamique dans certaines communes, notamment le cas de Douala 2e, nous allons pour contrôler le maximum des communes de la ville, pour ne pas dire la totalité des 5 communes de la ville, en dehors Manoka où nous ne sommes pas présents. Et nous croyons fortement que le prochain maire de la ville de Douala sera SIEF, et que nous y travaillons sérieusement dans ce domaine. Ça, c'est un élément nouveau. Et vous voyez ce que cela va créer comme valeur ajoutée pour l'opposition, et que la mairie de Douala soit gérée par un maire sortant d'un parti politique de l'opposition. Ce n'est pas en termes de quantité, et ça c'est en termes de qualité, pour revenir à votre souci tout à l'heure que l'opposition ne se retrouve pas dans 100 mairies. Douala seul peut faire 200 mairies au Cameroun. Autre. Douala seul. Douala c'est pratiquement 8 millions d'habitants. Officiellement, on parle de 3,5 millions. Douala, c'est au moins 8 millions d'habitants. Douala, c'est la plateforme d'échange au niveau de l'Afrique centrale. C'est la porte d'entrée et de sortie de l'Afrique centrale. Au moins 6 États, 7 États y vivent à partir de Douala. Douala, c'est un pôle touristique du monde entier. Alors, le maire de la ville de Douala et le parti qui aura contrôlé la ville de Douala va donc se retrouver bien positionné pour la dynamique, la tenance politique en 2025-2026. Et pour cela, il faut que nous y travaillions. Et nous demandons aux citoyens camerounais de ne pas croire, comme l'autre faiblesse, c'est ce que nous avions fait, Zipan, mon voisin de droite, a fait allusion tout à l'heure, la faiblesse de l'opposition, c'est aussi qu'il y a un certain nouveau politicien de 2018
qui croient que la politique a commencé en 2018. Elle est si vieille parce qu'il parlait là des affaires de 92. Il y a des jeunes qui vont voter demain. En 92, n'ont pas voté. Ils étaient peut-être adolescents. Aujourd'hui, c'est une histoire lointaine pour eux. Et ils doivent comprendre qu'il y a des erreurs qu'on peut commettre à une certaine époque parce qu'on peut pardonner. Mais quelqu'un qui commet une erreur en 2020, parce qu'il y a des aînés qui ont commis des erreurs dans certaines années, ils devraient ne plus répéter les mêmes erreurs. Ok. Voilà. Maurice Baudelaire Nunga, les querelles intestines dans l'union des populations du Cameroun ne contribuent-elles pas à fragiliser davantage l'opposition camerounaise? Ça, Serge Alain, permettez quand même que le sujet est trop important. Et l'UPC, dans ce macrocosme camerounais, est un microcosme. Pour qu'on puisse se concentrer à ces querelles intestines. C'est un parti politique comme les autres qui peut avoir des querelles. Il y en a eu partout. Il y a eu des querelles au SDF, il y a eu des querelles partout, dans toutes les formes. Mais à la fin, que l'UPC soit aujourd'hui, vous avez cité le nombre de circonscriptions. Ce n'est pas négligeable, il y a quand même un problème. Je ne dis pas que c'est négligeable. Vous n'allez pas nous dire ça. Pire encore, Serge Alain, que cette élection revêt un caractère particulier. Oui. Pour quelques raisons que je vais évoquer. La première est que les élus, je souhaite en faire partie, et j'ai la conviction que j'en ferai partie. La Sanaga Maritime. La Sanaga Maritime, au législatif. Cette mandature est particulière parce que elle va évacuer le régime RDPC vers la fin. Le mandat du chef d'État va finir en 2025, comme cette mandature. Mais nous, on a une chose qu'on a toujours dit. Nous regardons le Cameroun avec les yeux du futur, la mémoire de l'histoire. Et quand vous connaissez l'histoire de votre pays, quand vous connaissez l'histoire électorale du Cameroun, vous pouvez être très peu surpris de comprendre que le système qui est mis en place au Cameroun n'est pas un système qui favorise l'éclosion de l'élite politique nouvelle. Je vais vous faire un rappel. Au sommet de la gloire de l'UPC, après le bannissement dans les années 56, lui-même, le secrétaire de l'UPC, est allé aux élections au Cameroun oriental contre un prêtre qu'on appelait l'abbé Meloné. Alors, je vais vous dire, pour la première fois, le nombre d'élus a dépassé le nombre d'inscrits. Et l'abbé Meloné a été déclaré vainqueur. Alors, quand vous sortez... Une vieille pratique, alors. Oui. Bien sûr. L'abbé Meloné a été déclaré vainqueur. Lui-même, ne pouvait pas perdre une élection au Cameroun en ces années-là. Ce n'est pas possible. Mais l'administration coloniale, avec ses supports locaux, s'est débrouillée pour qu'on démontre aux yeux du monde, à travers l'élection, qu'on veut décribiliser. On veut porter du discrédit sur un leader politique de haut vol. Et quand vous faites seulement un pas avec nos générations, ou bien celles qui nous ont précédés, parce que vous parlez des forces et des faiblesses, je vais vous dire une chose, Serge Alain. Ce que je reconnais, les faiblesses, nous, de l'opposition, nous avons un manque criard de cadre de concertation minimum. Il faut qu'on se le dise. Nous n'avons pas un cadre de concertation. Nos égos sont souvent au-dessus de l'intérêt général. Et ça pose un problème. Et en 92, il l'a dit, le RDPC a été battu. Et ils ont pris la décision de ne plus être battus à une élection. Oui. Alors, ils ont mis sur pied d'abord un système qu'on appelle le gerrymandering. Ça veut dire que c'est un système qu'un Américain avait créé, qui consiste à doter moins d'élus dans les locataires lesquels on a le plus de potentiel de votants. Exact. Alors, moi, je suis dans Sanaga Maritime. Ouais. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un des plus grands départements du Cameroun, même de manière stratégique, même en population, même en superficie, puisse avoir 3 députés. Quand je connais des circonscriptions au Cameroun qui n'ont pas 15 km², qui ne sont pas étendus sur 15 km, qui ont 5 députés. Ça pose un problème de représentativité. Ils n'ont pas peur de le dire. Ouais, mais comme le cas de Douala. Comme le cas de Douala. Par rapport à Douala. Par rapport à Douala. Alors, vous ne pouvez pas, quand vous êtes dans un système pareil, ça pose un problème. On peut vouloir dire que, regardez par... Vous avez le bon 5 députés. Voilà. Et voilà, le 9 députés. Comment l'ensemble des inscrits dans la région du Sud est de 650 000. Toute la région. Tout le Sud. Voilà. La région seule du Vouri tourne autour de 800 000. Alors, l'autre a 12 députés, l'autre a 9. Alors, faites très attention. C'est pas là le débat. Et je pense que... Pour vous dire que, logiquement,
ce qui se passe, on ne fait pas la politique sans la morale. Parce que l'engagement politique est basé sur la morale. La morale. Le principe et le droit. Le droit. C'est les trois éléments. Ça. Vous ne pouvez pas dans un système... Baudelaire, Vous le droit, vous piétinez le droit. C'est un principe. Oui, je vous relance. Vous voulez nous dire que le RDPC, par rapport à ce qui s'est passé le 1er mars 1992, a dit plus jamais ça. Ils ont dit plus jamais ça. Mais sauf que les agrégats qu'ils utilisent ne sont pas ceux du champ politique. Exact. C'est des agrégats immoraux. Ouais. Vous ne pouvez pas. D'abord, nous sommes dans un pays où depuis 2005, on n'a pas la la population, de la démographie. Alors, dès lors que moi j'ai fait le jour avec les gars du Buclep, on a fait une évaluation. Je suis à EDA, ou au conseil municipal où je siège, on nous donne des documents officiels, on déclare 120 000 habitants. Mais si vous faites la projection de l'accroissement de la population de 3,1% au minima, sur 14 ans, vous vous trouvez à 198 600 personnes dans cette contrée. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce que la commune de la première ait 25 conseillers municipaux et que le département de Saraga-Maritime ait 3 députés? Mais parce que tout cela n'est pas fait par hasard. Qu'est-ce qui fait que dans des pays à démocratie sérieuse, où on respecte, parce qu'en principe, le respect de l'adversaire est un principe sacré en démocratie. Il faut respecter les adversaires. Qu'est-ce qui peut faire que le financement public, dans la loi, qu'il faut ce financement public, il n'y a pas d'exigence temporelle. Celui qui le détient, le donne quand il veut, à qui il veut, au moment où il veut. Alors que dans notre démocratie, je vais emprunter par exemple à la France, on connaît exactement quand est-ce qu'on fait des dotations aux partis politiques. On connaît les dépassements qu'il ne faut pas faire. Regardez, parce que quand vous jugez l'opposition des faibles, regardez la masse d'argent que le RDPC concentre. C'est eux qui donnent de l'argent, c'est eux qui en distribuent, c'est eux qui ont l'État, la machine de l'État. Ils ont des leviers financiers. Vous ne pouvez pas. Parce que le parti au pouvoir a fait une chose, et qu'ils ont réussi avec brio. Pas parce que l'opposition est faible, mais parce qu'ils tiennent les leviers du pouvoir. Ils ont introduit la corruption dans le milieu politique. Et c'est dangereux. Je le dis de manière péremptoire qu'ils ont introduit la corruption dans le milieu politique. Ils ont même déjà commencé dans les quartiers. Ils donnent 400 000, 500 000. Okay, vous ne pouvez pas. Vous avez un engagement politique. Nous avons commencé très tôt. Xavier là, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à faire mes premiers pas. On a commencé très tôt parce que nous rêvions à l'époque. Nous disions que nous sommes une génération qui doit changer ce pays. Mais nous heurtons à un système qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a honte de rien et qui est prêt à tout pour avancer. Alors dès lors que vous êtes installé avec un système pareil, moi je ne suis pas... Les faiblesses de l'opposition, elles ne sont pas nombreuses. Je vous ai dit, le cadre de concertation minimum, il faut que les résidents et moi se trouvent chaque fois, qu'on puisse discuter. Et la qualité des hommes. Et la qualité des hommes, ça pose un problème. Mais quand vous introduisez l'élément vénal dans la politique, il faut donc quoi? Il faut un décret pour que vous puissiez vous retrouver. Il faut pas vous retrouver donc. Il a dit. Pourquoi vous vous retrouvez donc pas? Pourquoi vous vous retrouvez donc? Il faut une prise de conscience. Voilà. Je suis là. Il faut une prise de conscience. Il faut que ce cadre, parce que Hilaire l'a dit, en 92, il y avait l'Union pour le changement. Oui, bien sûr. Foundi a été porté par l'Union pour le changement. Moi, j'ai battu Kamara. Et une fois qu'on est arrivé à l'Assemblée nationale, ça a éclaté. Ça a éclaté. Parce que les intérêts. Voilà. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, ça a éclaté. Jean Patientala, vous ne semblez pas être d'accord avec... Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Oui. Je pense que tous les arguments qui ont été donnés par M. Nunga tout à l'heure sont suffisamment sérieux et méritent d'être suivis avec beaucoup d'attention. Il y a de la pertinence dedans. Le seul souci que j'ai avec l'opposition, c'est parfois qu'ils n'apportent pas de solution en termes de réponse. C'est-à-dire que, attendez, il y a un état des lieux qui est fait de façon constante sur les plateaux. De la critique acerbe, je suis d'accord, je ne refuse pas, parce que je répète que les éléments qui ont été donnés sont vrais. Mais on met un voile sur les réalités. Le cas de l'UPC. Pourquoi M. Nouga met un voile sur le cas de l'UPC? Il dit c'est pas le plus important, voici le plus important. Oui. La situation des partis politiques de l'opposition, c'est laquelle? C'est un problème sérieux aussi. Il n'est pas question uniquement de vous asseoir ensemble pour discuter. Il est également question de regarder dans vos chaumières comment est-ce que vous vous organisez. C'est quoi le militantisme?
pour l'opposition politique au Cameroun. Attendez que je continue. Une seconde. Juste une seconde pour dire quelque chose, parce que ça va me sortir de l'esprit. Je voudrais dire que sur le cas de l'UPC, je voudrais dire quelque chose en 2 secondes. Hein. L'état de droit est en démocratie fondamentale. Oui. Et le Cameroun a démontré à travers le cas de l'UPC que nous ne sommes pas dans un état de droit. Mieux, les décisions de justice sont rendues et les militants du RDPC ne respectent pas. Un peu. Les dispositions réglementaires dans ce pays, permettez un peu. Il n'y a aucune disposition réglementaire dans ce pays, surtout encadrée par la loi de 90, qui fonde les libertés politiques, qui donne le droit à un ministre de nommer un responsable de parti politique. Ce n'est pas possible. Alors quand vous voulez, quand vous le dites, je suis d'accord avec vous, ce que vous dites, ça a de la pertinence. Mais quand le ministre de l'administration territoriale devient le congrès de l'UPC et qu'en lieu et place des militants de l'UPC, il désigne un secrétaire général, ça pose un problème sérieux sur le parce que c'est un travail dangereux. Je vais pouvoir continuer. Allez-y, Jean-Paul Santana. Je dis ceci. Le MINAC a certes nommé quelqu'un, entre guillemets, mais pourquoi il n'a pas nommé au SDF? Pourquoi il n'a pas nommé ailleurs? Il a fait au Manidem. Pourquoi il a fait au CPP? Ouais, pourquoi ce n'est qu'au CPP, Manidem et UPC? Non, c'est déjà en deux déjà, c'est tout. Non, c'est des questions. C'est des questions que je pose. Non, attendez. Il a tenté. J'ai envie d'avancer. Non, j'ai envie d'avancer. Il y a effectivement, en termes d'actes et de faits, cette ingérence. Ça, c'est une réalité. C'est une mission. Non, laissez-moi parler. Mais la question est de savoir, mais en retour, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qui favorise cette émission, ce que vous appelez émission? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette émission? Qu'est-ce qui favorise cela? C'est là la question. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté, des hommes forts, des hommes intelligents, vous avez parlé des experts qui sont... Est-ce que ça suffit? Jean Patient, une minute. Oui. L'émission, entre guillemets, du MINAC a permis à l'UPC d'avoir 3 élus en 2013. Non, pas 3 élus. Non, je le dis et je le redis. Oui. Le MINAC en 2013 ne s'est pas initié. Qu'est-ce qu'il a fait le ministre Sadi? Qu'est-ce qu'il a fait le ministre Sadi? Voilà ce que Sadi a fait. Sadi a trouvé le problème dans un parti s'il n'est pas initié. Il a dit, mettez-vous autour d'une table, je vais vous aider à résoudre pourquoi j'ai mis émission. Et il a créé un comité, peut-être on peut dire une émission positive. Hein. Voilà. Si je peux terminer. Merci pour la question. Et parlant justement de cette rencontre qui a eu lieu dans un site de la capitale que je connais, pour avoir couvert cet événement jusqu'au matin, ils étaient tous là. Tous ces leaders, tout à fait, ils étaient tous là, tous les leaders de l'UPC y étaient au quartier Fouda, à Yaoundé. Et après, quel a été le résultat, monsieur Nouga? Non, je vous dis qu'ils étaient là. J'y étais. Non, moi j'y étais. Ils étaient là. Ils étaient là. Mais Bapo n'était pas là. Ah bon? Monsieur Bapo est venu les repartir, je suis désolé. J'y étais. Non, mais c'est pas là le sujet. Le problème n'est pas l'UPC. Mon problème, c'était de dire, concernant tous les partis politiques de l'opposition, qu'il est important de réussir à travailler pour faire fléchir l'adversaire. C'est ça le problème. Sous d'autres cieux, dans d'autres pays, on a vu des cas où le régime est tombé parce que l'opposition s'est mieux organisée. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous organiser en synergie? Quelqu'un a parlé de corruption tout à l'heure. La corruption n'est pas que venant du régime. Mais vous-même à l'intérieur, combien de corrompus on retrouve dans l'opposition? Combien de gens acceptent les pots de vin dans l'opposition pour faire tomber leur parti politique? Combien? À l'UPC, il y a des gens qui sont là, la chasse au poste de ministre. Je suis d'accord. La chasse au poste de ministre, est-ce que c'est la priorité? Quand il faut mettre dans le logiciel des militants potentiels l'idée du militantisme. Hein? On milite à l'UPC pour faire quoi? On milite au MP pour atteindre quel objectif et quel but? Pour quel leader? Pour quelle lumière? Pour quel guide? C'est ça la question. Mais vous voulez que les populations vous rejoignent comment? Si vous n'avez pas de lumière pour montrer à ces populations-là, il n'y a rien du tout. Vous dites qu'en 92, je ne sais plus quelle était la date exacte, le RDPC s'est rendu compte que non, il fallait plus qu'il tombe. Et s'est organisé. Mais pendant qu'il se rendait compte, qu'est-ce que vous faisiez pour ne pas vous rendre compte qu'il ne faut pas laisser du terrain à ces RDPC-là? Mais état des lieux, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Non, vous savez, les gens qui iront aux élections le 9 février ne veulent pas l'état des lieux. Ils veulent des solutions, de l'action et des solutions. Qu'est-ce que l'opposition, les candidats de l'opposition vont proposer comme projet et comme programme à ces populations? Voilà pourquoi j'ai cité le cas de Mbankomo.
où j'ai vu quand même comment il y a une jeunesse qui se déploie pour dire voici ce que nous allons faire. Une jeunesse qui ne s'appuie pas sur le leader du parti politique qui porte la candidature. C'est ça l'important. Ne vous appuyez pas sur les leaders de vos partis politiques, mais qu'est-ce que vous proposez aux citoyens camerounais, M. Zipan, pour que ça change, hein, pour que le gars au quartier, excusez le langage trivial, ait de l'eau, sache que l'école ne payera plus et que la mairie, la commune va s'occuper de ses problèmes au-delà de critiquer le régime qui est en place, qui lui-même, je suis d'accord, est fautif. Il a Zipan. Oui, je pense que je m'aurais envie de suivre Jean Patient. Oui. Pour dire que, en fait, ce que tu dis est très pertinent. L'opposition existe depuis. Oui. Elle a fait un certain nombre de gaffes. Je pense que Tola Bellemé l'a dit, qu'il y a eu des erreurs. Oui. Mais elle continue aussi à faire d'autres erreurs. Mais comment rectifier cela? C'est ça la question. C'est le bilan d'abord dans un premier temps et le parcours de ceux qui sont aux affaires. C'est d'abord ça, il faut faire le bilan et faire le parcours des affaires. Je prends le cas de Douala. Lorsque vous avez à la communauté urbaine un délégué de gouvernement qui refuse d'appliquer une disposition de loi avec une décision de justice. Par rapport au délégué du personnel? Par rapport au délégué du personnel. Que fait le conseil? Que fait le conseil? Ta question est très pertinente. Parce qu'il y a des grands conseillers qui valident bien les décisions. Alors, il faut donc citer les partis politiques qui sont composés de ce conseil et les sanctionner. Parce que c'est l'absence de le fait de ne pas sanctionner le délégué à l'interne au conseil qui fera en ce qu'il y a cet amalgame à l'opposition. J'espère que vous avez bien compris ma démarche. Tout à fait. Le deuxième élément, c'est le mariage incestueux qu'il y a entre certains partis de l'opposition et le RDPC. Dans certaines circonstances, c'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de faire le bilan. Et nous viendrons sur le plateau pour faire le bilan. Pour dire, sur telle décision, voici a été la position du mouvement progressiste et voici ce qu'a été la position de tel parti et de tel parti. Et de venir à ce peu-là. Et je vois M. Bellemé l'a dit. Il est inconcevable que dans une ville de Douala, nous n'ayons pas une synergie globale. Il a dit qu'à Douala 2e, on réussit la prouesse de mettre ensemble des partis politiques qui sont même de la majorité présidentielle. Et qu'à Douala 1er, 2 mètres après, on n'arrive pas à s'entendre sur une liste. Ça veut dire que l'ego d'un certain nombre de personnes sont surdimensionnées sur leur qualité. Et enfin, M. Bellemé l'a dit, pour gérer une ville comme celle-ci, il faudra quelqu'un d'intelligent, structuré, accompagné. Est-ce qu'il y a des hommes de qualité, bien entendu, dans la liste du SIF, en capacité? Il faudra donc interroger ces hommes de qualité-là. Et c'est cet ensemble-là qu'il faut mettre en campagne, parce qu'il est inadmissible que parce que vous appartenez à un parti politique, vous mettez un analphabète comme tête de liste. Non, il est inadmissible. On n'acceptera pas au XXe siècle. Ça, c'est pas possible. Et non, quelqu'un présente comme carte d'identité, homme d'affaires. C'est pas un carte d'identité. Homme d'affaires, c'est pas homme d'affaires. Et là, les gens viennent se cacher dans la structuration du SIF, parce que je connais Bellemé, je le connais bon militant, je le connais Séviable, je ne serais pas écœuré qu'il soit tête de liste, par exemple, ou qu'il conduise la liste à Douala 5e. Mais parce qu'il a des qualités indéniables. Mais on interroge parfois ceux qui sont en capacité d'être leaders. Et c'est tout cet amalgame-là, ce vote incestueux, ce pacifisme devant des situations du délégué de gouvernement qui font en sorte que, au moins, cette fois-ci, on aura un maire élu par l'ensemble des conseils municipaux. Et là, on fera le bilan et on verra ce qu'il y a de fait. Oui, Autre tour de l'opposition, oui, Xavier Bellemé. Oui, bon, si je me réfère bien, je comprends bien le propos de Ilaï Zipan. Le SGF fait partie de ceux qui sont comptables à la ville de Douala. Nous assumons notre bilan. Il est élogieux. Et nous sommes fiers de le présenter. Et nous allons le présenter le moment venu. Et ce plateau n'est pas prévu pour ces gens-ci. Nous avions nos élus, que ce soit à Douala ou ailleurs, ont fait un travail remarquable pendant les mandats. Et d'ailleurs, ça se voit. Vous allez à Douala 3e aujourd'hui, vous allez à Ndjombe Pendia ou à Loum, en ce qui concerne le littoral. Vous ne citez que ces quelques cas, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de réalisations. C'est le cas-là, tout le monde est d'accord. Voilà, donc nous allons faire beaucoup. Mais ailleurs... bon, ailleurs, le moment venu, nous allons visiter. Bon, moi, je vais dire une chose, c'est que nous allons là à une élection locale. Et je suis d'accord avec Hilaire. Nous, on n'a pas ce problème. Hein, les listes du SIF, on a prévu, parce que nous avions pris part activement au grand dialogue national, où nous avions demandé instamment qu'on supprime les postes des délégués du mouvement et autres. Nous y allons pour implémenter le système fédéral. Bon, ça n'a pas pu, on nous a dit, bon,
la majorité a caissé l'accélération, la décentralisation, oui. qu'on allait passer à l'abolition, parce que la suppression des délégués du gouvernement, c'est les recommandations du Grand Dialogue. Il n'y avait plus à avoir des délégués du gouvernement. On allait faire un régime spécial, un statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest, en se basant sur le cas du Canada, parce que le Canada, c'est un pays c'est l'État qui a à peu près à l'exemple du Cameroun. Donc bilingue, francophone, anglophone. Et que le Québec là-bas bénéficie, qui est une minorité francophone, oui. Et bénéficie d'un statut particulier. Donc, et tout ça en tenant compte de leur culture d'origine française. Bon, maintenant ici, dans le cas d'espèces au niveau du Cameroun, par rapport à cette élection, nous y allions, nous avions notre programme, nos listes ont été constituées en tenant compte de ces réalités, en tenant compte que nous allons gagner les 5 communes d'arrondissement où nous sommes présents, et nous allons constituer la majorité qui va gérer la ville de Douala, et que nous avons là-dedans, en tenant compte de la loi, l'article 246, de 511 oui. Articles qui constituent le code général et qui aura un autochtone qui va être maire et qui a des qualités et qui a des compétences pour pouvoir gérer une commune comme celle-ci et avec des adjoints qui vont l'aider au quotidien à la gestion de la ville de Douala qui officiellement on nous parle de 115 milliards mais que nous pensons que il doit avoir des dessous de table parce que Douala vous projetez déjà. Ouais, ne veut pas seulement produire que 115 avant milliards. Le début de la campagne électorale. Non, il faut d'abord. Non, quand on veut administrer une administration, on doit tenir compte de ces réalités. Oui. Bon, nous avions eu la chance qu'en 1996, on a eu 5 maires d'arrondissement et que nous avions des grands conseillers municipaux oui. À la communauté urbaine. Nous avions laissé des cas. Et nous avions laissé des indélébiles, nos élus ont laissé des tas d'indélébiles aujourd'hui, qui sont effaçables. Par exemple, je prends le cas de Douala Premier. Vous savez que c'est la seule mairie, si je ne me trompe pas, bon, peut-être monsieur le journaliste qui est là, peut-être il peut m'expliquer, il peut m'aider à relever. Il y a au moins, c'est la seule mairie dont l'état civil est informatisé au Cameroun. Douala Premier. Douala Premier. Ça, c'est le travail des élus du SDF, des élus du SDF. Ça, c'est le cas. Il y a des cas comme ça. Ce sont donc ces faits qu'il faut présenter aux populations. C'est les faits. Donc, l'opposition. C'est pas la théorie. La théorie ne fait pas. L'opposition, pas seulement le SDF. Le SDF n'a pas toujours la manie de vouloir s'approprier certaines victoires. Nous avions travaillé ensemble. Et c'est vrai, okay. Et avec les autres, à l'époque, dans le cadre de la coordination nationale des partis politiques et des associations, parce qu'il n'y avait pas seulement que les partis politiques. Et jusqu'en 1997, il y a eu cette dynamique, après l'élection présidentielle de 1997, nous avions, c'est toujours dans le cadre de cette dynamique, nous avions boycotté l'élection présidentielle de 1997. Et depuis ce jour, nous avions pris la résolution de ne plus jamais boycotter l'élection. Qu'on ira à toute élection, quelles qu'en soient les conditions. Voilà. Et nous n'y allons pas, je vais le rassurer, je vais rassurer monsieur Jean-Pascal Tchala, que nous allons pour présenter nos bilans, parce que nous sommes présents dans 43 communes à travers le pays, et que nous avions des élus à l'Assemblée nationale, nous avions un bilan élogieux, les citoyens 43 communes sur 360 non, 43 communes, oui, bien sûr. Et nous avions un bilan élogieux, et nous allons le présenter, les citoyens pendant cas, et nous allons nous projeter par rapport Ok, permettez donc de dire rapidement. Je voulais seulement dire à Jean-Pascal Tchala, à M. Tchala que ce qu'il dit est pertinent. Ouais, j'ai oublié le cas de l'UPC. Moi, je sors d'une commune, à aider à Premier, où pendant 6 ans, nous avons fait un travail remarquable dans une ville où il n'y avait rien hier. Nous avons trouvé cette commune au niveau du sous-sol. Nous l'avons relevé. Il est pour moi ici le lieu de remercier et de dire encore chapeau à l'exécutif municipal qui a été et qui a travaillé d'arrache-pied pour que cette ville soit ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a un visage humain. Alors c'était pour dire à Tchala que maintenant nous avons pris conscience du fait que les aventuriers vont déserter eux-mêmes la scène politique pour venir, parce que ça ce n'est pas fait pour des aventuriers. La qualité des hommes est aujourd'hui mise en exergue. Regardez le nouveau code général de la Merci Baudelaire. On revient après le journal. Oui, on revient après le journal. Madame, monsieur, c'est le temps d'aller rencontrer Nadine Yambou qui est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Nadine, bonsoir une fois de plus. Comme tous les vendredis, elle est là. Nadine Yambou. Au menu ce soir, Nadine.
Bonsoir Saint-Jalin et bonsoir également à vos invités. Au menu du 20h ce soir, nous reviendrons sur ce drame enregistré au lycée d'Ilem de Coleton à Yaoundé. Un élève de classe de seconde a trouvé la mort durant le cours de l'éducation physique et sportive. Ses camarades traumatisés se sont également écroulés sans gravité pour leur santé. Que s'est-il réellement passé ce matin? Quelles sont les dispositions qui ont été prises par les responsables de l'établissement scolaire après ce drame? Élément à suivre au cœur du 20h. Également ce soir, toujours à Yaoundé, cette fois-ci au lieu dit Vallée-Lanka, un accident de la circulation a fait 3 morts et 1 blessé grave. La victime était à bord d'un petit véhicule qui est entré en collision avec un gros porteur. Également, au journal de 20h, nous reviendrons sur le rapport 2019 de Transparency International sur l'indice de corruption. Le Cameroun occupe le top 30 de ce classement, notamment qui arrive au 28e rang sur 180 pays. Et dans ce rapport, Transparency International évoque les insuffisances dans le système de gouvernance actuel qui freine la lutte contre ce fléau au Cameroun. Et enfin, nous reviendrons sur cette sortie de la 37e promotion de l'école militaire interarmée de Yaoundé ce jour en présence du chef de l'État Paul Biya qui est longuement revenu sur la situation socio-politique actuelle et les recommandations du grand dialogue national. C'est Jala. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir, madame, monsieur. On va donc se retrouver pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour le débrief du journal. Madame, monsieur, place tout de suite au journal le 20h. Comme tous les vendredis, il vous est présenté par Nadine Yambo. Sur le plateau ce soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Xavier Bellemé Amand du Social Democratic Front, Maurice Baudelaire Nunga de l'Union des populations du Cameroun, Jean-Patient Tchala, journaliste, et Hilaire Zipan du mouvement progressiste. Hilaire Zipan, on va commencer par on va emprunter une formule de Marcelin Gansomp. Il dit: le diable, se pose la question, le diable rôde-t-il autour de nos établissements scolaires? Non, je pense que lorsqu'on retarde suffisamment pour régler un problème social, c'est la violence qui finit par prendre la place. Et il est d'autant plus évident que les problèmes de la société doivent être traités au moment opportun. Cela veut dire quoi? Non, c'est un accident, ce qui s'est passé en Coleton. Non, laissez que j'y arrive, bien entendu. Est-ce que les enfants ont suivi complètement, comme d'habitude, en début d'année scolaire, un check-off? Ça se passe dans des établissements, je suis parent d'élèves, ça se passe dans des établissements suffisamment sérieux. Alors, lorsque vous avez 150 à 200 élèves dans une salle de classe, c'est pas évident. Lorsque les proviseurs doivent compter sur les APE pour entretenir le collège, c'est pas évident. Donc, cela veut dire que ça soulève également énormément beaucoup de problématiques. Alors, le problème se trouve où? C'est que nous avons un pays qui a un budget à peu près 5 000 milliards. Nous avons consacré au ministère des enseignements secondaires le plus gros des budgets. Mais il s'en va que ce budget-là reste complètement à Yaoundé. Et je me félicite qu'une bonne partie de ce ministère des enseignements de base et des enseignements secondaires vont transférer les pouvoirs aux communes. Dorénavant, les maîtres de l'école maternelle, de l'école primaire, seront recrutés par les maires. C'est déjà une avancée. Maintenant, il s'agit maintenant de retrocéder ces moyens-là pour permettre en ce que l'on puisse régler au plus près les problèmes tels qu'ils se présentent. Mais il faut dire aussi que ça ne va pas se résoudre comme une baguette magique parce que les problèmes se sont cumulés excessivement. Mais il vaut mieux un début pour commencer cela. Donc, c'est tout dit que c'est regrettable, certes, mais il va ainsi. Notre société a pris beaucoup de retard et il est bon que dans le cas de ces décentralisations, qu'effectivement, que ces choses-là se passent. Mais malheureusement, en 2020, ça ne se fera pas. Mais d'après le ministre de la décentralisation, c'est 2021. On suppose que cela va nous permettre d'avoir. Alors, pour prendre quelques cas, un cliché pour que les populations comprennent, si vous faites la péréquation, en tenant compte du budget du produit intérieur brut. Il est pas. Restons dans le drame des élèves. Mais c'est ça, justement. Non, restons dans les catastrophes. Je suis dans les catastrophes pour dire que si l'on permet... dit, avec ce qui s'est passé en Colbison, et à Ayos,
Il y a aujourd'hui une collectonne. Qu'est-ce qui se passe dans nos établissements? Moi, je ne crois pas aux exorcismes. Vous n'allez pas me demander de croire aux exorcismes. J'essaie d'analyser scientifiquement les problèmes tels qu'ils se présentent. Vous me demandez ce n'est pas... Vous nous ramenez dans la décentralisation. Ce n'est pas ça le problème. Analysez la situation qui se passe dans nos établissements scolaires. Mais vous voulez que je dise quoi, M. Sejano? Que c'est regrettable, que c'est possible, que c'est pathétique, ça nous arrive, Dieu ne nous aime pas? Non. Quand on gère... Oui. Gouverner, c'est prévoir. Oui. Et je dis que les problèmes qui se passent dans nos établissements sont de nature en ce que les enfants ne sont pas checkés bien au départ. Il y a pas le sous-préfet a dit que son carnet ne présentait... Mais non, mais le sous-préfet, ce n'est pas l'autorité sanitaire. C'est ça le problème au pays, c'est que le sous-préfet n'est pas l'autorité sanitaire. Le sous-préfet... Vous avez un problème avec les sous-préfets? Non, c'est un administrateur civil qui représente le chef de l'État dans un arrondissement. Oui. Point barre. Il a dit la même chose d'Ayos? Qui ça? Ce qui s'est passé à Ayos? Qu'est-ce qui s'est passé à Ayos, M. Sejano? Quand vous êtes l'avocat du RDPC? Non. On parle du RDPC là? Ah mais là vous venez de raconter parce qu'entre le RDPC et le sous-préfet il n'y a pas. Monsieur Sejano, je peux terminer mon propos. Je vous en prie. Je termine le propos. Monsieur Sejano, je termine le propos. C'est pas une affaire du RDPC. Monsieur Sejano, je termine mes propos. Dans le cas d'espèce, pour pouvoir segmenter que les enfants sont en capacité de pouvoir faire le sport, c'est le corps sanitaire. Pour attester que le stade est confiant, c'est des cas expertises différentes. Maintenant, en charge au chef de l'établissement de s'assurer que l'élève peut faire le sport, parce que si tel est le cas de Colson, c'était au sport qu'il a eu ce choc-là. Est-ce qu'il y a eu l'infirmerie à l'établissement? Deuxième question. Est-ce que cette infirmerie fonctionne? Troisième établissement. Est-ce que les médecins qui suivent attentivement les élèves sont bien suivis? Quatrième. Et je pense que c'est ce manque de moyens-là qui font en ce qu'on a des catastrophes qui arrivent comme celle que vous avez citée tout à l'heure. Jean-Paul Santiala. Oui, cette situation en collectonne. Oui, est-ce qu'on va revenir sur le cas d'Ayos? Tout à fait, pour allonger un peu ce que vous appelez les médecins, les enseignants, mais aussi les parents. Si l'enfant le matin ne se sent pas bien, pourquoi est-ce que vous l'envoyez à l'école? Il faut y penser aussi. Il ne faut pas créer une situation de pression extrême pour l'enfant qui, arrivé au cours de sport, va clamser, comme on dit vulgairement. Vous voyez un peu. Donc il y a un travail conséquent qui doit être fait par tout le monde. Tous les acteurs sont concernés, au-delà du sous-préfet. Ce sous-préfet qui vient après coup. Il intervient après coup. Mais au départ... qu'est-ce qui a été fait pour qu'on n'en arrive pas là, pour qu'il n'y ait plus de drame à l'école? Vous parlez du cas d'Ayos, effectivement. J'ai un peu lu ce qui s'est passé. Madame le sous-préfet qui, effectivement, interpelle monsieur le proviseur sur une information qui circule à Ayos, qu'au niveau de l'école, il y aurait des drames conséquents au lycée, ça ne va pas. Et elle dit, je voudrais opérer une visite là-bas, dans votre lycée, et le proviseur qui ne répond pas, qui ne réagit pas. Et madame le sous-préfet, qui décide de s'engager à aller s'enquérir de la situation. Je laisse tous les autres détails, il y en a beaucoup. Mais c'est au-delà du refus du proviseur de laisser entrer madame le sous-préfet dans le lycée que celle-ci s'est engagée à le faire. Mais l'ayant fait, malheureusement, elle tombe sur un enseignant qui est en train de distiller une composition à ses enfants, comme on le dit, une composition, donc un examen qui est dans le cours de l'année scolaire, et qui refuse que cela soit interrompu. Et bienvenue l'altercation entre le sous-préfet et l'enseignant. L'enseignant qui estime que sa salle de classe, comme nous dans les salles de rédaction, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Salle de rédaction, on n'y entre pas n'importe comment. Que ce soit les militaires ou pas, non. Donc c'est un peu dans cette idée que se retrouvait l'enseignant. Mais malheureusement, je suis déçu qu'on se trouve en train de s'asséner des gifles. Ça dit que le sous-préfet, en fait l'enseignant qui gifle le sous-préfet et vice-versa. C'est n'importe quoi finalement. L'enseignant enseigné une gifle au sous-préfet? Ça allait dans tous les sens entre les deux. Cravater l'autre et puis bon voilà, c'était très compliqué. Mais pour être plus sérieux, ce ne sont pas des bons repères pour notre société. Ça ne renvoie pas des choses positives pour notre société. Ça démontre le niveau de décrépitude sociale actuelle. Et c'est un problème sérieux. Comment est-ce qu'on rattrape cela? Il faut retravailler même les mentalités, même les esprits, le niveau socio-économique des citoyens. C'est aussi important de le signaler parce que ces familles qui n'ont pas les moyens chaque mois d'envoyer les enfants faire un check-up ou chaque année, c'est aussi une réalité. L'hôpital coûte cher au Cameroun. C'est pour ça qu'on parle de CSU, couverture santé universelle, dont l'État, jusqu'à présent, même de la peine à implémenter, mais l'hôpital coûte cher. Ajouté à ce que disait M. Nouga, la corruption qui existe, c'est trop compliqué. Mais je dis aussi, sur le plan des mentalités, il y a des parents aussi qui ont carrément démissionné de leurs responsabilités, qui ne comprennent pas que la santé de l'enfant va également avec sa présence à l'école. Les écoles également doivent se saisir de ce sujet. La santé des enfants
est tributaire de la qualité de l'enseignement. Un enfant qui a des problèmes de vue, et que vous mettez au fond de la classe, vous voulez qu'il réussisse comment? Ou l'enseignant ne prend pas la peine de se dire, mais cet enfant qui est au fond, qui ne voit pas bien, qui peut-être ne sait pas signaler, il faut questionner les enfants. Il faut l'amener au premier banc, comme on dit vulgairement. Ou bien cet enfant qui a des binocles au fond, il faut l'amener au premier banc. C'est tributaire de la qualité des résultats au niveau de l'enseignement de ces enfants. Donc, à ce niveau, je crois qu'il y a un gros problème qu'il faut résoudre, mais comment est-ce qu'on le résout? Ça revient à la question de la décentralisation. Là, je suis d'accord avec Hilaire Zipan. Les communes qui arrivent, est-ce que les communes qui sont dans le cas de la décentralisation auront la capacité de gérer la question de l'école? On a parlé de la gratuité de bien de choses. Quand le président Biya dit, voilà la décentralisation, les gens ne regardent que la lune. T'as dit qu'ils se disent, c'est une affaire que le président propose comme ça. Non, regardez ce qui est important dedans, ce qui va faire que les choses changent. Moi, maire élu, que vais-je faire avec cette décentralisation? Comment est-ce que je vais faire que l'école soit plus accessible aux miens dans ma communauté ou bien dans la zone dans laquelle je vais m'exprimer en tant qu'exécutif communal? Comment est-ce que je vais procéder? Donc, même l'école doit figurer dans les programmes que dès demain, ces acteurs politiques vont présenter aux citoyens. Qu'allons-nous faire de l'école? Au-delà de l'État régalien qui est supposé tout gérer, il faut qu'on sorte de là. Que les communes, que les parents, que les enseignants, que la police, la gendarmerie, que tout le monde s'implique dans l'évolution sociale de notre pays. C'est très important, comme ça se fait ailleurs. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Voilà pourquoi, moi, journaliste politique, j'ai toujours détesté le débat sur c'est Paul Biya qui est responsable de tout et rien. Non, soyons nous-mêmes responsables aussi pour que les choses avancent. Baudelaire Nunga, cette succession de drames, restons à l'école, cette succession de drames, il y a une Colbison, il y a Ayos, il y a eu un enseignant aussi d'abord. Voilà, l'enseignant surtout, l'enseignant et l'autorité, le sous-préfet. Qu'est-ce que ça vous inspire? Surtout ce qui s'est passé à Ayos. C'est un choc émotionnel entre deux éclaireurs qui ont pour rôle de conduire la société. Parce qu'un sous-préfet est une haute autorité administrative. Un enseignant est une haute autorité morale et intellectuelle. Alors quand ces deux autorités se retrouvent et qu'elles ne puissent pas avoir une plateforme d'échange qui permette à ce qu'on se comprenne facilement, parce que la codification est presque la même en termes de niveau, et qu'on en vienne à la violence, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Monsieur Tchala l'a dit, il y a les domaines réservés. Je me souviens un jour, on était dans un conseil municipal et le commandant de brigade a dit à un conseil municipal, je vais vous interpeller, je lui ai dit, monsieur, vous ne le ferez pas ici. Alors, il y a des domaines, nous sommes dans une république, il faut que le respect... Vous dites, je vais vous interpeller ou bien je vous interpelle? Il voulait interpeller. Ok. On lui a dit non, monsieur. La sacralité de ces lieux où l'on débat des problèmes essentiels de notre pays ne vous permet pas de faire de... Baudelaire Nunga, est-ce que vous avez suivi ce Voice, comme on l'appelle, la collègue de l'enseignant Steve Ondoa qui circule? Je n'ai pas suivi ce Voice. Vous avez suivi, M. Bellemé? Je n'ai pas suivi le Voice, mais je voudrais... La collègue accuse, entre guillemets, son collègue de n'avoir pas laissé un peu de temps au sous-préfet. C'est possible. Parce qu'elle l'a fait dans sa salle de classe. C'est possible. C'est les emportements et même ça peut arriver. Et le professeur, on doit lui dire non, j'ai fait mon cours, le préfet, vous allez attendre. Elle trouve que le professeur, elle trouve que son collègue, elle trouve que son collègue ne devrait pas se comporter ainsi. C'est quand même le sous-préfêt. Oui, mais je suis d'accord. On est autant d'accord que lorsqu'il faut mettre dans la perspective de l'événement, qui est le chef de l'autorité dans l'établissement, c'est le proviseur. C'est lui qui peut réguler les entrées dans les salles de classe ou pas. Si quelqu'un se présente, quand bien même il est sous-préfet à l'entrée de la porte, sans le proviseur, il y a de quoi s'étonner. Parce que c'est quand même lui qui est le chef. Bien. Maintenant, si l'on sort dans ce contexte-là et on trouve que le proviseur a manqué du respect au sous-préfet, il faut savoir. L'enseignant, c'est pas le proviseur. L'enseignant. Est-ce que l'enseignant connaissait que c'est le sous-préfet? On peut s'interroger. Oui, c'est possible. On peut intégrer tout. À partir du moment où c'est le proviseur seul qui rentre dans une salle de classe, parce que dès que vous êtes dans une salle de classe, dès que le proviseur rentre, même si le proviseur qui dit le coup, il s'arrête. Parce qu'il y a cette... Non, il toque à la porte. Oui, bien sûr. C'est le proviseur qui lui donne l'autorisation d'entrer. C'est regrettable cette étape. Bien sûr. Parce qu'il y a de la déontologie partout. Il y a un code éthique partout.
Il y a un code moral partout. Le sous-préfet peut être dans ses attributions, mais il faut savoir les en garder. Cet enseignant qu'on a trouvé en train de faire une évaluation aux enfants, oui, qui a aussi un programme. Peut-être au moment où vous veniez, il s'est dit je finis ça et je m'attelle à quelque chose d'autre. Vous faites intrusion dans son programme, ça lui pose un problème. Alors tout ça, il faut savoir encadrer ça. Mais je voudrais revenir sur le problème de l'enfant de lycée de Coletone décédé. Monsieur Tchala et Hilaire ont ils se sont étendus assez longuement dessus avec des arguments au demeurant très probants. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais seulement dire que moi, je suis père de 6 enfants. Ça veut dire que personne ne peut se lever un matin, envoyer un enfant à l'école et s'attendre que ce qui va revenir chez lui, c'est un cadavre, c'est un passage à la mort. Et ça pose un problème très sérieux. Mais ce que je voudrais dire, je vous ai parlé de corruption tout à l'heure, vous avez semblé recuser. Et je vais attirer votre attention sur un fait. Nous qui avons des enfants dans les lycées, quand vous allez inscrire votre enfant, il y a une kyrielle de petites choses qu'on vous fait payer. Entre autres, le carnet médical. Et Tchala a dit tout à l'heure qu'on nous disait apte ou inapte, ce qui est vrai. Mais nous le disions seulement de bouche. Nous n'avions aucune matérialisation scientifique de notre aptitude ou bien de notre inaptitude. Il faut donc organiser. Parfois on disait inapte pour fuir le cours de sport. Voilà, on le disait seulement. Oui. Je suis apte, je suis inapte. Mais personne ne montrait un certificat médical démontrant son inaptitude. Du moins, je ne peux pas faire un modèle standard, mais certains, la plupart, n'en avaient pas. Certificats. Alors aujourd'hui, quand vous êtes dans un lycée et qu'on dise que les élèves doivent acheter un carnet médical, la suite aurait été qu'on fasse passer à tous ces enfants un examen. Bien sûr. Ça rend les choses. Un examen. Nous sommes dans des lycées, certains, je suis vice-président du conseil d'établissement d'un lycée, où ce lycée n'a pas d'eau potable. Vous êtes comment? J'ai dit je suis vice-président du conseil d'établissement d'un lycée. Vous êtes vice-président du conseil d'établissement. Et vous laissez faire ça? On ne laisse pas faire ça. Je vous pose les problèmes structurels, les problèmes conjoncturels. Il faut que vous le sachiez. Un enfant peut aller faire du sport, ne même pas avoir de quoi s'abreuver et tomber. Mais alors, quand vous allez dans cette structure, ce qu'on privilégie dans les structures de l'APE, qui gère cette manne financière qui est dans les lycées, ce n'est pas la priorité qui va aux enfants. Et ça pose un problème sérieux. Donc, quand un problème comme ça arrive, il est lieu pour nous que la société s'arrête un peu, qu'on se calme un peu, et qu'on essaye de voir d'où vient le problème. Tchala l'a dit. Oui. Le Cameroun, quel est le SMIC de ce pays qu'on nous a annoncé de manière ostentatoire qu'il a un très bon SMIC, que ce SMIC-là, on peut vivre avec ça. Alors, sauf que c'est faux, c'est pas vrai. Il y a des parents ici qui font tout pour un meilleur accompagnement de leurs enfants. Mais ils n'ont pas la capacité de les amener à l'hôpital. Moi, je suis allé faire un certificat d'âge à parents, un jour, à un de mes enfants. J'ai été précédé par un parent qui demandait au médecin de changer l'âge de l'enfant. Parce que le certificat d'âge apparent permet au médecin, à travers votre dentition, de savoir exactement quel âge vous avez. Alors, quand nous faisons ce genre de pratique, quelqu'un qui a 16 ans, vous lui donnez 12. Et que le professeur d'éducation physique estime que dans la moyenne d'âge de sa salle de classe, il a des enfants de 13 ans, alors qu'il en a un de 16 ans, dont le rythme cardiaque ne peut pas tenir aux exercices qu'on peut donner à ceux de 13 ans, ça peut poser un problème. Et tout ça, Serge Alain, que vous le vouliez ou pas, le dénominateur commun, le magma consensuel de la déperdition de notre société, c'est la corruption. Et ce fléau, dans notre pays, on le combat plus avec les mots qu'avec les actes. Et tout à l'heure, j'en parlais, sans savoir que Transparency International vient une fois de plus de nous décerner une très belle médaille. Celle qu'un pays ne devrait pas avoir chaque fois. La idée que nous renvoie notre image dans le miroir de l'évaluation de la corruption n'est pas bonne. Il est temps, on a créé une batterie il y a des décrets, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup d'organisations autour de cela, mais on n'avance pas. Si on n'avance pas, il y a un problème. Il faut participer à une thérapeutique, la déprime collective, par rapport à ces problèmes. Pourquoi ce problème se pose avec acuité? Pourquoi il continue? Mais il y a le dénominateur commun aussi, c'est l'impunité. Elle est patente, elle est permanente.
Elle est partout. Et chaque responsable au Cameroun a une petite république entre les mains. Il a son bout de république, son bout de territoire, où il imprime ses lois. Il a sa législation personnelle, qui est à l'écart de la législation normale, et il imprime et il a fait appliquer à qui vient rendre service là. Et fondamental, quand les gens ne sont pas au service du public et qui ne font que le commandement à outrance, ça fait légérer à la société ce genre de travers. Okay. Et moi je regrette, je profite pour présenter mes condoléances à cette famille qui ne s'attendait pas à ce que cela arrive. Mais c'est un drame. Mais je voudrais, Serge Alain aussi, ne pas faire d'un cas unique un modèle standard. Parce qu'il faut aussi éviter la stigmatisation. C'est important. C'est important. Il y a de superbes... Derrière chaque homme politique corrompu, il y a un homme politique honnête. Il y en a qui sont honnêtes. Et il y a des fonctionnaires qui font très bien le travail dans ce pays. Oui, mais on ne reconnaît pas dans la société la croissance collective. C'est bien entendu donc, le pénal individuel. Je suis d'accord. Mais je dis que, et ça, il faut faire attention. Il faut qu'on s'arrête un certain temps et qu'on réfléchisse. Donc nous qui sommes aujourd'hui des élites de cette société, des éclaireurs qui veulent éclairer la société, face à des situations pareilles, on ne doit laisser la chance qu'à la réflexion. La réflexion profonde. Xavier Bellemé, ces situations vous interpellent? Vous avez suivi Ayos? Oui, ça nous interpelle fortement en tant que citoyen. L'autorité. En tant qu'homme politique, en tant que citoyen camerounais, c'est une situation très grave. D'ailleurs, quelqu'un avait dit que pour détruire un pays, on n'a pas besoin d'utiliser une bombe atomique. Il suffit de déstructurer son système éducatif, de détruire son école, c'est terminé. Dès que l'école est corrompue, et puis de Dieu. Est-ce que l'école camerounaise est menacée? Non, elle est déstructurée, elle est déréglementée. De tout ce qui se passe. Elle a besoin d'être refondée. Elle a besoin d'être refondée. D'abord, pas seulement l'école, mais tout le pays doit être refondé. Tout le pays. Tout le pays. C'est pour ça que notre candidat en 2018 était porteur d'un projet alternatif à la situation actuelle, qui avait un sort. Mais son résultat là, c'est. Les Camerounais n'ont pas compris. Mais oui, mais les Camerounais n'ont pas compris le projet de Joshua aussi. Bon, aujourd'hui, cela démontre que Joshua aussi avait une longueur d'avance. Les Camerounais n'ont rien compris. Il portait un véritable projet politique alternatif à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, démontre que le problème au Cameroun, c'est les NAM. Les NAM produisent une élite comprador. Et voilà les comportements. C'est une élite extrêmement dangereuse qui freine de 4 Non, on ne va pas jeter l'anathème sur tous les produits qui sortent les NAM. Les NAM fabriquent l'élite. Il y a des personnes brillantes qui sortent les régies financières qui sont... On ne va pas jeter la dentelle sur tout le monde. Le SDF ne dit pas qu'il y aura plus de... Comme dans tous les corps, il y a des brebis quand même. Bon, parce que vous me coupez, le SDF n'a jamais dit, le candidat du SDF, et le SDF n'a jamais dit qu'il n'y aura plus de fonctionnaires au Cameroun. Sauf que ça va se... Non, vous faites une fixation depuis... non, les NAM, oui, nous faisons une fixation sur les NAM. Que le fonctionnaire, désormais, on va le former autrement. Comme ça se passe dans les grands pays au monde. Les pays les plus puissants du monde, les plus modernes, n'ont pas les NAM. C'est une situation qui est purement française et que c'est une appellation qui est complètement néocoloniale. Et le sous-préfet d'ailleurs, il y a une appellation triviale, on dit chef de terre. Oui. Voilà, ça ne rapporte à rien. Et puis chacun constitue son Bantoustan, là où on l'a nommé, et il crée son État. Et voilà donc de tels comportements, de tels débordements, tels qu'on décrit à EOS et autres. Et en revenant à l'école, mais comment on peut amener, bon Dieu, les enfants à aller faire le sport, alors que la pratique du sport à ce niveau devait être, les enfants consommant la pratique du sport à ce niveau devaient être soumis à un contrôle médical. Et voilà le sous-préfet qui vient ici dire que le carnet, voilà le comportement des pourquoi j'ai demandé à Hilaire Zépan? Un sous-préfet. Le sous-préfet aujourd'hui, le sous-préfet, il y a des premiers. Qui se confond? Qu'est-ce qui se passe avec les sous-préfets? Il se prend finalement pour un médecin pour donner. On lui a posé la question. Il n'a aucune expertise dans le domaine pour dire que cet enfant était sain. Moi, c'est incroyable. Il dit que le carnet ne présentait pas... Non, désormais, les NAM va nous produire maintenant des sous-préfets médecins. Voilà donc où le pays se retrouve. C'est ça la réalité. Il faut supprimer les NAM, passer à autre chose. Voilà le projet, la vision alternative du SDF par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui, les NAM, c'est le problème du Cameroun aujourd'hui. Les NAM symbolisent le symbole de l'État jacobin centralisé. C'est extrêmement dangereux. Il faut prendre les NAM et la mettre à côté. C'est terminé. On ne peut pas évoluer avec les NAM. Le Cameroun n'atteindra jamais un point de croissance parce que le fonctionnaire d'administration générale pense qu'il est en même temps fiscaliste, il est économiste, il est tout.
à la fois. C'est pas possible. C'est le chef d'État. Non, oui, voilà. Voilà, donc il faut donc changer de paradigme. Il faut changer complètement l'administration, une autre vision. C'est le représentant du chef de l'État, quand même. Non, exactement. Il ne faut plus qu'on arrive là. Il y a 3 types d'administration dans les États modernes et les plus sérieux. Oui. Il y a 3 types de pouvoir. Il y a le pouvoir central, qui est symbolisé par le chef de l'exécutif, plus le Parlement, le législateur. Et puis, il y a la base, qui est des assemblées locales. Et qui tiennent leur pouvoir directement d'une élection. Par exemple, M. Nunga, c'est un conseiller. M. Zipan est un conseiller. Ils sont représentatifs 10 000 fois plus qu'un sous-préfet qu'on a nommé. Bon Dieu. Mais il faut quand même que ça change dans notre pays. Ça ne va pas. On n'est pas administré. Et je vous dis, c'est le NAM qui produit l'élite comprador dans notre pays, qui a fait de la manne financière de l'État une propriété privée. Allez-y à Kondengi, dans la plupart des prisons du Cameroun, quand on parle de la fameuse opération Hypervien, c'est qui? C'est les gens qui sortent de l'ENAM. Non, je pense que... Non, je pense que... Non, sur ce point-là, je pense que Bélémé est un peu excessif. Disons que non, il y a la formation qu'on peut acquérir et il y a les textes qui encadrent votre activité au quotidien. C'est ces textes-là qui sont obsolètes et qui donnent la possibilité à quelqu'un qui a une autorité de penser qu'il remplace le texte. Il a bien expliqué. C'est-à-dire que lorsque vous avez un petit pouvoir, une petite parcelle de pouvoir, et que vous transgressez les règles qui sont complètement pernicieuses, déjà existantes, il va ensuite que vous vous mettez plein les poches. C'est pas compliqué. Vous avez passé une image, et c'est pas vraiment pathétique, des délégués du personnel qui ont obtenu une décision du tribunal rendu au nom du peuple camerounais qu'un délégué du gouvernement refuse d'exécuter. Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais c'est un état il venait de le dire, que, donc pour dire que quoi? Pour dire que le délégué du gouvernement qui s'appuie sur un décret compliqué par des attributions données dans un livre vert a fait son bantoustan. Il vient de le dire très clairement. Vous l'avez bien compris. Et Tchala le dit. Et cette manière de pouvoir démontrer qu'on peut changer avec ces lois qui sont mauvaises, qui donneront la possibilité aux électeurs de nous publiciter. Il vient de le dire. Trouver les solutions. Et ça, il faut des gens suffisamment ingénieux, partant d'un bilan qui présente déjà de ce qu'ils ont déjà fait, suscitant l'espoir pour que les gens y vont. Et là, il vient de le dire. Et il a pris le cas des gens de Mbankomo, qui était très pathétique. Il dit que les gars arrivent, disent que nous allons changer les choses, malgré qu'elles sont présentées d'une manière hideuse. Voici, et ils prennent des exemples. À partir de ce moment-là, ça suscite l'espoir. Parce que ce qui a lieu de connaître, c'est que nous qui demandons aux gens de nous voter, nous les demandons de nous déléguer une partie de leur souveraineté. Et déléguer une partie de leur souveraineté. Reste à nous de venir avec un bilan pour les dire, vous avez délégué, nous avons géré ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nous en redemandons pour repartir. Il y a des règles donc, qui sont complètement pernicieuses. Je vous prends un cas très simple que vous comprenez. La règle qui organise l'ordonnateur camerounais date de 1974. En 2019. 2020. Elle date de 1974. En ce sens qu'en 1974, si vous prenez les mêmes proportions de pays, avec de 5-6 millions d'habitants, avec un budget à peu près moins de 200 milliards, vous prenez le même ordonnateur, vous lui donnez les mêmes instruments aujourd'hui de faire le contrôle, je prends le cas de contrôle sur pièce après 3 mois, pour quelqu'un qui a géré 5 000 milliards, il y a le scandale. Vite fait, c'est vite fait, M. Tchala. C'est-à-dire que vous donnez à quelqu'un la possibilité de gérer 1000 milliards, vous attendez 3 mois pour le contrôler, vite fait, il a distrait tout. Or, ce qui n'était pas possible parce que le budget, dans le même temps, dans le même code qui arrive, est-ce que vous savez que les codes qui me donnaient moi, les perdièmes, dataient de 1974, il le sait. Bien sûr. Et daté de 1974. Et en 1974, c'était dans le parti unique. On vous demande la main d'avoir les bénéfices des mêmes dispositions qu'en 1974, quand vous êtes dans le multilatérisme 30 ans après. Ça veut dire qu'il y a tellement de textes qui sont obsolètes, qui sont dépassés, qu'il faut réordonner. Donc il faut des gens suffisamment outillés, qui sont complètement avisés, qui ont la capacité de percevoir ce problème-là, pour que les populations sentent que c'est possible. Ce régime, il ne faut pas s'attendre au miracle. Ils n'ont pas la bonne volonté. Ils veulent s'installer, s'incurser pour rester éternellement. C'est tout ce qui les intéresse. Ouais, vous permettez, on va rapidement sortir avec le sujet principal. Je prends le petit cas de Yaoundé. C'est Jean-Patient Tchala qui va répondre. À Yaoundé, pas de liste de l'opposition. À Yaoundé premier. Si, SDF municipal. Voilà. Mais comment comprendre comment Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 7. Comment comprendre?
Même dans des grandes villes. Le danger que vous posez la question à quelqu'un qui n'est que journaliste. Oui. Mais vous êtes qui va se refuser de répondre à la place. Non, je vais y arriver. Jean Patient, je ne voudrais pas poser la question à l'opposition. Vous êtes un observateur de la chose. Je réponds à votre question, mais je dis juste que pour que les téléspectateurs soient bien fixés sur ma réponse, je ne réponds pas en tant qu'acteur de l'opposition, je parle en tant que journaliste. Et j'estime qu'en tant que journaliste, l'opposition, comme je l'ai dit au départ, a raté le coach il y a très longtemps. Que ce soit à Yaoundé ou ailleurs. Voilà pourquoi j'ai insisté sur l'exemple d'un Bancomo, où je suis tout ébloui par ce que fait Eric Kennedy Foyette. Mais au niveau de Yaoundé, non, le problème n'est pas d'être connu. Non, je dis qu'ils ne sont pas encore élus. Non, écoutez, je n'ai pas dit qu'ils sont élus. Parce qu'il y a une autre chose, c'est d'être élu. Bien sûr, oui, il faudra être élu, mais au moins, il faut avoir des instruments. Il avait osé. Des instruments qui permettent de dire ceux-ci ont osé sur la base des données fiables, même s'ils échouent après. C'est ça qui est intéressant, vous comprenez? C'est ça qui est intéressant. Et Yaoundé 6, Yaoundé 5, avec tous les Yaoundés. Oui, Yaoundé 7. Oui, tous les arrondissements de Yaoundé. L'opposition a de la peine à Yaoundé. Voyez un peu. Prenons le cas de Yaoundé 4, où il y a un jeune qui est candidat au nom d'un parti qui s'appelle le PRP, face à une dame qui est là depuis très longtemps à la tête de cette commune, Yaoundé 4, une dame dont l'époux, paix à son âme, a été le délégué du gouvernement au niveau de Yaoundé. Et là-bas, c'est le bras de fer. Le jeune en question, malheureusement, avec son parti politique, est en déconfiture et en désaccord total avec le propriétaire, entre guillemets, du parti politique. Donc le leader de ce parti politique et celui qui a été investi ne s'entendent plus. Attendez, vous voulez que ça donne quoi? Voilà un cas, Yaoundé 4. Le candidat et le propriétaire du parti politique ne s'entendent plus. Qui a investi qui? Le leader, pas le propriétaire. Toi aussi, tu as là. Vous m'avez compris. C'est pas le propriétaire. Non, c'est à ce niveau que le débat s'est résolu. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le leader, oui, fondateur du parti, mais au niveau de l'affrontement, c'est je suis le propriétaire. Et je t'interdis d'ailleurs, moi, candidat, de parler au nom de ton parti. On en arrive à ce niveau. Je vous le dis, il y a des documents. Alors, on sort là de Yaoundé 4. On va à Yaoundé 5. À Yaoundé 5, l'affrontement est uniquement sur la même liste. RDPC. On regarde Madame le maire qui est présente. On constate que sur la liste, elle est en deuxième position. Je crois qu'en 9, on avait un débat ici. Deuxième position. Mais rien n'indique qu'elle ne sera pas réélue au poste de maire. Si cette liste, effectivement, passe, il n'y a pas de position. C'est la même chose à Douala 5e pour le RDPC. Donc, Yaoundé 6e. Le maire est deuxième sur la liste. Voilà, Yaoundé 6e. Vous avez également M. Yokio Nana, qui est là et qui peut peut-être rempiler. Donc, l'opposition, malheureusement, est presque absente. Donc, au niveau du SDF, qui a ils sont pas là. Oui, ils sont pas là. Le SDF qui est un peu plus visible. visible. Yaoundé 5, Yaoundé 6. Je suis désolé, il n'y a pas. RDPC, ça. Le SDF qui est un peu plus visible à Yaoundé, curieusement, est presque absente partout. Le PCRN, bon, on ne voit pas. Vous voyez un peu, c'est compliqué à comprendre. Oui, mais je voulais te donner l'information. C'est que parfois, les militants du RDPC ont l'information avec une longueur d'avance sur la manière où les choses vont être faites. Je vous prends le cas. À Limbé, le délégué du gouvernement, qui avait une longueur d'avance sur le code qui arrivait, a réussi à se glisser dans une liste. Il a Limbé premier. Donc, non, ça vous dit que c'est ça. C'est ça vous dit que quoi? Il faut intégrer ça sur tellement. Maire de la ville de Limbé. Exact. C'est-à-dire qu'il est délégué du gouvernement. Il comprend que quelqu'un lui file l'information que, comme tu vois là, le poste là va être supprimé. Dorénavant, il faut être conseiller municipal. Il faut donc, permettez, il faut avoir l'information. C'est ce que je dis. La bataille politique, c'est également celle de l'information. Je suis d'accord avec toi. Je me rappelle ce monsieur à l'Est Cameroun qui est venu nous rencontrer, disant qu'il n'a jamais su qu'on voulait le déposer. Il faut avoir l'information. Avant que nous n'abordions le journal, je disais un mot sur la qualité des hommes. Parce que hier avait soulevé ce problème par rapport aux nouvelles mairies, aux nouvelles institutions, qu'il faudra des hommes capables, des hommes outillés. Je ne donne pas une estocade à mon jeune frère Tchala, d'abord dont j'apprécie la faconde sur ce plateau. Mais je voulais dire que nous, en Sandra-Maritime, nous à l'UPC, nous avons fait le diagnostic de certaines défaillances de l'opposition. Évidemment, nous avons pensé qu'il faut présenter des hommes crédibles. C'est pour ça qu'à Sandra-Maritime aujourd'hui, notre liste, elle est composée de M. Tegehot, qui est un avocat qui, pendant près de 4 décennies,
à arpenter la justice camerounaise avec cette autre campagne, c'est tout non, c'est pas la campagne. La campagne s'ouvre à minuit. Non, je vous prie. La campagne s'ouvre à minuit. C'est la qualité des hommes. C'est la qualité des hommes. Qualité des hommes. Je parlais aussi du commandant Bouamasso qui est contre tout le monde. Personne ne peut récuser l'engagement de ce monsieur dans ce pays pour le combat pour la liberté. Non. Bouamasso. C'est la qualité des hommes. Bouamasso. Oui. Alors nous présentons ces hommes pour dire aux populations, la Sahara Maïté, au peuple camerounais, voici le paradigme nouveau, voici la vision nouvelle du Cameroun, parce qu'il faut aussi le dire, nous avons des représentants aux institutions hautes de ce pays qui restent 5 ans dans ces institutions sans pouvoir apporter une moindre contribution. C'est à l'Assemblée nationale. Bien sûr, qui devient des assemblées à perdième. On s'assied, on attend son perdième et son indemnité. Nous disons non, nous allons là-bas pour discuter des problèmes de ce pays parce que ce pays doit changer et nous avec. Vous allez dire non au perdième. Non, nous ne disons pas le perdième. Le perdième, c'est après. Le perdième, c'est après. Avant le travail. Parce qu'il y a ceux qui sont le perdième avant le travail. Merci. Nous sommes donc arrivés au terme. Moi, j'ai quelques secondes. Bon, je dirais que le SDF n'a aucun problème. Nous avions des candidats très représentatifs qui ont effectué un travail remarquable au Parlement. D'ailleurs, vous avez vu, malgré... Et là aussi, je ne suis pas d'accord avec les IPAN, nos députés, notre groupe parlementaire a fait un travail remarquable. Pour la question anglophone, tout le monde avait à mon deux visions, ils ont bloqué tout un premier ministre qui n'a pas pu parler. On a des urnes transparentes aujourd'hui, c'est le groupe parlementaire du SDF. Nous avions Elé Camo aujourd'hui, c'est le groupe parlementaire du SDF. Pas seulement le groupe parlementaire du SDF, mais au niveau des institutions qui ont travaillé, aussi d'autres acteurs politiques et de la société civile. Merci. Mais nous n'arrosons pas ces lauriers. Merci, Xavier. Merci. C'est la collusion qu'il y a souvent. Merci Baudelaire Nonga. Merci. Et puis l'NDP, vous avez pris l'NDP. Bonsoir Yaoundé. Merci. À Fumban dans la cité des Beaux-Arts.